Ça enregistre? Ouais, c'est parti. Reprenons notre sérieux. Salut, c'est Cédric. Salut. Du coup, pour une deuxième vidéo, puisqu'on a fait un petit, alors je sais pas à quel moment ça passera, mais probablement dans cet ordre-là. Donc, on a parlé avec toi, puisque tu es quelqu'un de multicarte, de multitask et de multicompétences. On a parlé déjà d'immobilier, on avait parlé de marketing en ligne ensemble, on avait même parlé d'e-commerce il y a longtemps d'ailleurs, sur les premières vidéos qu'on avait fait ensemble. On a dû même parler de pub Facebook, de bref, plein de choses. On évoque pas mal de choses, ouais. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui a rien à voir du tout, puisqu'on va parler de langues étrangères, puisque c'est un peu au départ ton premier business d'ailleurs, et puis même le premier truc un peu marquant qui a fait un peu pourquoi tu es parti en Chine, etc. et un peu tout ce parcours-là. Donc, professeur de chinois. C'est ça. Alors c'est vrai que moi j'ai un cursus d'abord de commerce et vente, sciences de gestion et tout ça. Au niveau des études, après je suis parti au niveau des études faire du chinois, après je suis revenu, j'ai travaillé en tant que cadre dans l'import et après là en même temps que je crée des premiers petits business, boutiques en ligne, etc., je suis devenu prof de chinois, donc ça s'est lié ensemble et j'ai vraiment pris après mon indépendance, vraiment là où ça a vraiment décollé et où après voilà, c'est une passion pour moi, c'est effectivement l'enseignement du chinois. Après une expérience de prof de chinois pour des petits groupes, pour des privés, particuliers, des entreprises, puis l'éducation nationale et même jury pour le baccalauréat et ensuite même ici prof pour l'école internationale. J'ai aussi lancé tout ce qui est une activité en ligne pour l'enseignement du chinois effectivement. Alors ça du coup c'est intéressant puisque c'est une question qu'on me pose régulièrement et ça rejoint un peu le taille puisque c'est après la même logique, finalement c'est pas la même langue mais c'est la même logique du moins pour apprendre une langue étrangère et c'est pour ça que je voulais te faire intervenir du moins puisque tu as des choses, tu as une méthode d'ailleurs à toi pour aider d'ailleurs les gens à apprendre le chinois. Et combien de temps il faut pour apprendre le chinois? Un an et demi à peu près si on veut bien le maîtriser en prenant relativement son temps. Et 8 heures par jour? Non, au contraire, si tu fais 8 heures par jour, c'est plus dans les 10 mois, quoi. Tu peux parler couramment à niveau B2. Ok. Bon, alors concrètement, là, si je partais de zéro, bon, en chinois, moi je suis à peu près à niveau fœtus. C'est ça. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est vraiment maîtriser tout de suite la prononciation. On a quelques spécificités qui sont vraiment propres, mais après, c'est la même logique pour toutes les langues. Il vaut mieux d'abord acquérir la prononciation, ce qui te permet après d'entendre justement ce que tu vas apprendre et de pouvoir bien le prononcer. Parce que sinon, tu apprends et tu démarres tout de suite avec des erreurs. Et puis tu n'arrives même pas à entendre quelque chose. Quand tu entends un mot, tu sais même pas non plus après le réécrire phonétiquement avec le pinyin, la transcription officielle qu'on a en chinois, et le retrouver dans le dictionnaire ou ce genre de choses. Mais c'est valable pour toutes les langues après. Ah ouais. Et ensuite, tu vas attaquer quelques bases de structure de phrase. Après, on a un gros avantage en chinois, c'est qu'on n'a pas de grammaire, pas de genre, pas de nombre, pas d'accord ou de déclinaison, ce genre de choses. Pas de singulier, pas de pluriel. Et du coup, c'est pour ça que ça va très vite pour apprendre par rapport à des langues. Tu vois, moi, j'ai pratiqué plusieurs langues. Je parle anglais, je parle chinois, j'ai un peu de japonais, un petit peu de thaï. J'ai regardé le russe, je parle allemand aussi. Il y a des langues qui sont beaucoup plus longues à apprendre, tu vois, où on nous dit il va te falloir 7 ans effectivement, comme le russe et l'allemand. Parce qu'il y a des règles, il y a des exceptions. Au niveau de la grammaire, tu vois, sauf si ta passion c'est la grammaire, et moi je trouve ça juste horrible. Non, mais il y a des gens, c'est vrai. Il y a des gens, j'ai discuté avec des gens, ils vont dire ouais, j'ai adoré quand j'étais petit. La grammaire, j'ai kiffé la grammaire après l'école, voilà, c'est ça. Okay. Malgré, donc, mis à part ce genre de situation plutôt rare, étant donné qu'on n'a pas de grammaire en chinois, ça va beaucoup plus vite pour ensuite apprendre. Là, du coup, plusieurs questions. Ouais, c'est quoi les premiers résultats concrets que tu... Enfin, tu vois, c'est toujours quelque chose qui est frustrant, je pense, surtout si tu n'es pas sur place. Alors, quand tu es immergé, effectivement, dans un pays, c'est plus facile, surtout pour pratiquer, peut-être pour familiariser ton oreille aussi, un peu au son, etc. Mais quand tu es, mettons, quelqu'un qui sera en France et qui veut apprendre le chinois, pour le coup, c'est quoi le premier résultat et combien de temps il peut l'atteindre en faisant quel type d'effort? Je veux dire, tu vois, tous les matins, tu vas faire, je sais pas, une demi-heure ou machin. Comment ça va se passer pratiquement? Pratiquement, tu vas rapidement apprendre à dire des choses comme ce qui pourrait être la survie pour voyager, par exemple, ou pour te débrouiller quand tu rencontres des natifs chinois qui sont là en tant que touristes, parce qu'après, des Chinois, c'est facile à trouver quand même par rapport à une langue comme le thaï ou n'importe quoi. Tu vas pouvoir l'utiliser et te mettre dans un environnement sinophone, très rapidement en France. Peu importe où tu es dans le monde aussi. D'ailleurs, ici, par exemple, là où on est entouré de Chinois, quoi, tu te rends compte du truc, quoi.
Donc même si t'es pas dans le truc, tu peux avoir un environnement. Tu peux te mettre un environnement à la maison, tu peux te mettre la télé en chinois, c'est accessible partout. Tu peux te mettre la radio en chinois, ton ordinateur, ton téléphone en chinois, tu peux avoir du chinois partout pour tout, quoi. Donc la question de l'environnement, c'est une fausse problématique. Il y a trop de gens qui se disent si je vais pas en Chine, je pourrais pas bien apprendre le chinois, c'est complètement faux. Et après, les premiers résultats que tu peux avoir avec un petit peu de travail quotidien, c'est très rapidement savoir te présenter, donner ton avis, dire ce que tu aimes bien faire. Après voilà, tout ce qui est dans la présentation, donc ton âge, ta nationalité, etc. et poser la question aussi, quoi. Et au niveau de l'oral, c'est très accessible. La prononciation chinoise n'est pas si complexe quand on parle en logique de son. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sons qui sont exactement les mêmes en phonétique, en français et en chinois. Alors si tu oublies tous les alphabets, toutes les transcriptions, etc., il y a beaucoup de sons qu'on sait déjà produire. Il y a beaucoup de sons qui sont très proches et on a seulement 3 sons qui sont différents à maîtriser. Qu'on retrouve après dans plusieurs phonèmes. Alors, je ne vais pas trop t'embêter avec les termes techniques, mais au niveau de la phonétique, de la phonologie, on a beaucoup de choses qui, si on travaille ces 3 sons-là, on va les retrouver dans plein de phonèmes différents. Et du coup, si on travaille juste sur ces 3 choses, la prononciation du chinois, c'est plus vraiment un problème. Ok. Je parle notamment au niveau des consonnes, ouais. D'accord. Donc voilà, une fois que tu as ça, je sais que tu vas me poser peut-être la question des caractères après, mais au niveau de l'oral et de la grammaire, c'est très très rapide, une centaine d'heures de cours, c'est bon, tu te débrouilles pour aller commencer à te chatter un petit peu, tu vois, avec des gens, quoi. Ouais, voilà, ça c'est et te démerder quand tu vas en Chine en voyage, à la foire de Canton, ce genre de choses. Je pense que le premier résultat, c'est ça, c'est un truc que tu puisses vraiment mesurer, parce qu'un an, un et demi, c'est long, quoi. Enfin, tu vois, c'est ouais, non, ça c'est une bonne idée, effectivement, d'avoir un truc. Déjà, dès 6 semaines, 3 mois, tu te rends compte que tu as quelque chose, tu peux même aller passer des certifications, c'est motivant aussi. Tu as le HSK1, justement, qui justifie ce niveau de débrouillardise dans des situations de tourisme, de vie courante, de déplacement, par exemple. Commander un truc à manger, dire ce que tu aimes faire, dire à gauche, à droite au taxi, ce genre de choses. Tu peux aussi le faire valider très rapidement, quoi. Le guide de survie. Un petit guide de survie, effectivement, c'est très facilement accessible. Et du coup, pour resituer un peu avec le thaï, tu dirais que c'est à peu près la même chose, quoi, en grosso modo. Alors, non seulement c'est à peu près la même chose au niveau des méthodes d'apprentissage, comme je te dis, moi cette logique de phonétique d'abord et tout ça, je l'utilise dans toutes les langues, mais en plus on a un gros avantage si on a déjà fait du chinois par exemple, c'est que c'est aussi la même logique au niveau de la langue. C'est-à-dire qu'en thaï, tu n'as pas non plus de grammaire, tu n'as pas non plus de genre, de nombre, de singulier, de pluriel, de déclinaison, d'accords, de trucs comme ça, participe passé ou je sais pas quoi qu'on a en français là. Je sais pas la grammaire, je sais pas si ça se ressent, mais je déteste ça. Et du coup, ouais, effectivement, ça sera tout aussi rapide. Avec en plus un avantage, c'est qu'en thaï, même si on a un alphabet un peu complexe, on a un alphabet qu'on n'a pas en chinois, on n'a pas d'alphabet du tout. Donc si tu bosses un petit peu, genre quelques jours, une semaine, 2 semaines, sur la construction, la logique de l'alphabet thaï, très très rapidement, après tu peux aller très vite aussi pour engranger du vocabulaire. D'ailleurs, c'est à peu près les volumes d'or que les écoles pratiquent pour faire passer les étapes. Ils commencent d'ailleurs un peu comme ça. Donc, ouais. Ce qui est bien, attention, parce qu'il faut voir aussi les écoles. Les écoles de langue, par exemple, ici, ça c'est bien, tu vois. Par contre, les écoles où on va t'enseigner du chinois en université, par exemple en Occident, qui sont avec un cursus sur lequel tu as beaucoup de temps qui est passé sur l'histoire, sur la culture, sur la politique, etc. Là, tu avances quand même très doucement par rapport à, effectivement, faire de la langue pure. Où t'en es, toi, ton apprentissage? C'est une bonne question. Non, au même endroit. Moi, en fait, j'ai pris le parti. Hein? Là, c'est intéressant aussi, parce qu'après... Non, ça, oui, c'est une bonne question. La motivation aussi. Parce que... C'est même pas la motivation, c'est l'objectif, je pense. C'est-à-dire que moi, dans ma vie de tous les jours, parler le thaï, ça me sert à rien. C'est-à-dire... Parce que comme moi, parler l'allemand en Allemagne, ça me sert à rien. Bah voilà, c'est ça. Alors certes, tout le monde te dira que pour la culture, l'intégration, etc. Mais c'est pas un de mes objectifs premiers non plus. Et au-delà de ça, après, c'est consommer de l'énergie mentale. Et moi, en fait, j'en ai besoin pour d'autres choses. À l'heure actuelle, je fais pas une croix totalement sur l'idée d'apprendre le thaï. Je sais dire 2-3 conneries pour faire marrer les gens. Mais j'aurais pu effectivement consacrer beaucoup plus de temps à apprendre le thaï si ça avait été important pour moi, que ça avait été une priorité, un objectif. Pour l'heure, si je devais apprendre une langue, sans doute effectivement je me remettrais plus vers le chinois parce que j'ai plus d'intérêt économique à le faire. Voilà, tout à fait. Plus d'intérêt économique parce que ici je serais toujours qu'un touriste. Alors je m'en fous un peu de ne pas avoir la capacité à parler avec tout le monde parce que c'est pas non plus dans ce que je fais. Donc c'est pas important tout de suite. Peut-être ça sera important différemment, mais c'est pas nécessaire pour moi. Voilà, c'est le terme nécessaire. Donc c'est pas un objectif. Donc du coup j'ai pas mis les actions en place en face.
Et pour des gens qui veulent venir, qui veulent peut-être s'installer pour la retraite, ou venir en vacances, ou voilà, tout simplement s'imprégner de la culture, effectivement, c'est possible, comme tout est possible avec un petit peu de temps, avec de la méthode. Et toi d'ailleurs, ta méthode, elle fonctionne comment? On peut la pratiquer à distance? C'est quoi? C'est des enregistrements? C'est un peu de l'écrit? C'est quoi? J'ai deux programmes. Ma méthode de chinois basique, j'ai envie de dire, c'est un programme de vidéo, une partie avec des vidéos préenregistrées, avec une vidéo par jour qui prend à peu près 20-30 minutes, plus des exercices, des enregistrements audio, des fiches PDF, des exercices à rendre. Donc tu vois la partie qui est préenregistrée, préconçue, mais aussi la partie qui est interactive, où on te demande, bah, tiens, produis cet exercice-là, cet exercice oral ici. J'ai une partie préparation au HSK, donc les tests de validation de niveau, un petit peu comme le TOEIC, tu vois, en anglais. Et donc ça se tient sur à peu près quelques centaines de vidéos sur un an, un programme sur un an que la plupart des gens consomment en un an et demi. Voilà. Okay. Donc ça c'est mon premier programme qui te permet de partir vraiment du niveau fœtus, comme tu disais, jusqu'à un niveau HSK 4, c'est-à-dire un niveau quasiment B2, donc qu'on appelle le niveau courant, pas bilingue, mais courant, qui te permet vraiment de te débrouiller dans toutes les situations de la vie quotidienne. Tu n'iras pas forcément parler de, je sais pas moi, avec un scientifique spécialisé en thermonucléaire ou en fission de, je sais pas, d'atomes ou n'importe quoi, tu vois. Mais pour tout ce qui est vie de tous les jours, business aussi, c'est largement suffisant. Oui, c'est intéressant. Là, du coup, ça fait une passerelle avec un autre truc. Peut-être, effectivement, pour des gens qui envisagent du business, effectivement, c'est un truc à ne pas négliger parce que finalement, c'est possible. Et c'est vrai que là, on en parlait tout à l'heure, mais finalement, pour Canton, effectivement, des gens qui vont aller à la foire, etc., c'est bien de pouvoir, effectivement, peut-être compléter un agent ou quelqu'un sur place, enfin, d'avoir un peu de quoi se débrouiller aussi. Et puis comprendre aussi les agents, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, il faut prendre un agent, etc. Donc, non seulement ça t'aide aussi au niveau de la relation interculturelle, au niveau du fait que tu vas être plus avenant avec les gens aussi, ils vont plus t'intégrer, mais ça permet aussi de savoir quelquefois les coups qui te sont faits un petit peu en douce. C'est-à-dire que les agents, il va te dire, dis-lui double, le double. Il va te dire, l'agent il va venir, il va te dire, ok, moi je te prends 3% de commission et je te fais payer un frais fixe par exemple de 1000 €. Allez, supposons par exemple, d'accord? Et puis il te dit ça, et puis là tu te dis, ouais, il est super honnête, c'est vachement bien. Et puis après tu arrives au niveau par exemple des fournisseurs, tu vas à Faucham ou n'importe quoi acheter tes meubles, et puis tu arrives et puis tu l'entends discuter avec le comment ça s'appelle, le fournisseur, et il dit, ok, moi je me prends 10% de commission, je me prends 15% de commission. Tu vois? Et lui il va dire, c'est le prix que le fournisseur il m'a dit donner, sur toi je te prends 3% en plus, tu vois. Et si t'as pas quelques bases, ne serait-ce que voilà vraiment les bases les plus basiques, tu te rends compte qu'au final la personne que tu trouvais super sympa, super gentille, qui te prend, qui te fait le chauffeur, qui te fait les photos et tout quoi, et qui te dit après ouais moi je te prends 3% et tout, ça, super honnête, tu te rends compte qu'en fait il est en train de te la mettre quand même à l'envers quoi. Gravement, ouais. Effectivement. Et j'en ai vu passer à 15% de marge, tu vois, 15%, 15 points de pourcentage sur ta marchandise, bah, c'est de la marge que tu préférerais quand même avoir pour toi. C'est sûr, c'est un investissement rentable. Et donc lui, il se la prend directement depuis le fournisseur. Si tu ne parles pas chinois, tu ne le sauras jamais. Non. Tu ne le verras pas du tout. Tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Après, voilà, pour aller justement discuter. Après, voilà, les Chinois, c'est vraiment très relation gagnant-gagnant. On est vraiment dans le même bateau. C'est pas vraiment la même relation que client-fournisseur en France ou le client ROI, etc. Bon, on est une équipe et du coup aussi la barrière de la langue, la casser un petit peu, ça fait vraiment aussi du bien au niveau du business, quoi. Ok, voilà. On avait parlé à une époque, je crois que tu voulais faire un peu une méthode aussi pour le taille, où tu l'as fait peut-être ou J'ai préparé, alors moi j'ai créé un kit, mais je ne l'ai pas publié encore, un kit de débrouille justement pour obtenir ce niveau comme le HSK1 en chinois, ce niveau débrouille et voyage en taille. J'ai travaillé notamment aussi avec le professeur de taille de l'école française internationale ici, ce genre de choses, et avec des polyglottes aussi. Mais je ne l'ai pas lancé. C'est-à-dire que moi j'ai cette méthode-là, que moi j'utilise. Je l'ai faite aussi il y a 2-3 ans pour le japonais. Je l'ai faite aussi il y a... J'étais à Budapest. Budapest c'était il y a 4 ans pour le russe. Donc je travaille avec une Ukrainienne. Et je les ai jamais publiés, donc effectivement je les ai, mais je les ai pas mis en ligne, donc voilà. Ne me harcelez pas pour les avoir, je sais pas, le jour où je serai motivé, je vais les sortir, mais je les ai pour moi. J'ai tous les fichiers son, j'ai tout le kit justement de survie, la transcription phonétique en français, la transcription phonétique en thaï, etc. Du tout, mais j'ai pas sorti de méthode pour le thaï, ouais. J'ai fait ça et je me suis concentré sur mon deuxième programme de chinois plus récent, sur lequel là par contre je suis plus sur un mode coaching, accompagnement plus personnalisé, mais c'est plus sélectif, il faut vraiment des gens qui sont très motivés pour ça. Mais ça me passionne aussi, donc je me suis plus concentré sur le chinois dernièrement. Il faudrait que je sorte le japonais, le russe et le thaï, surtout qu'ils sont déjà prêts. Surtout s'ils sont déjà prêts, effectivement.
Ça me donnerait peut-être l'envie de m'y remettre d'ailleurs, donc à l'occasion, ouais, il faut vraiment que tu t'y colles là du coup. Ah ouais, mais ouais, voilà. Mais tout le monde me le demande, quand ça sort là, la crampe du japonais, et t'en es où du thaï, etc. Ok, c'est intéressant que enfin c'est bien, et c'est ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est ça, c'est que tu es quand même, tu as des visions transversales aussi sur plein de choses qui n'ont pas forcément beaucoup de rapport au départ, mais quand on y regarde bien, effectivement, quand tu relis le chinois avec le business et du moins l'import-export, ouais, ça peut servir quand même. Et c'est vrai qu'on oublie qu'en fait ce type de choses et le temps qu'on y consacre, c'est généralement un investissement qu'on peut faire mais qui est pas totalement dénué d'intérêt. Il y a pas que les opportunités de toute façon au niveau business, c'est énorme. Il y a un truc que tu fais, tu as des clients chinois ici aussi. Enfin, revenir sur l'immobilier si tu veux. C'est juste une petite virgule sur le truc. Mais les Russes qui vendent, hop, tu leur parles avec quelques bases de russe et un petit peu d'anglais. Les Chinois qui parlent pas du tout anglais, hop, tu fais la transaction en chinois, paf, le truc du russe, tu l'as vendu au chinois. C'est magnifique quoi, c'est magnifique, il n'y a personne qui peut le faire. L'autre coup on filmait la vidéo avec les villas avec Alexandre là, mon ami était en train d'acheter 2 villas, tu vois, pour à peu près un petit peu moins d'1 million d'euros quoi. Il avait son traducteur thaï chinois, mais qui luttait un petit peu. Et du coup il me faisait intervenir moi pour l'aider à traduire de l'anglais vers le chinois quoi. Et tu vois, l'avantage au niveau des opportunités business, mais même au niveau des opportunités personnelles, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent être dans un statut salarié, etc., pour trouver de l'emploi, etc. Moi je suis revenu en France là, quand je suis devenu cadre pour l'import-export, là dans l'import-export. En France c'était la crise, tout le monde se faisait virer, etc. quoi. Puis là t'arrives, tu parles chinois, les opportunités c'est énorme quoi. C'est marrant, j'ai fait l'interview de quelqu'un qui a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était dans la banque et qui est devenu prof de français en Chine. Et du coup, non mais c'est pareil parce que les opportunités elles sont toujours transversales, c'est-à-dire qu'il y a plein de Chinois qui veulent apprendre le français pour aller faire du business en France. C'est ça aussi, ouais. Et en fait, d'être au milieu. Vous savez la demande que j'ai pour enseigner le français avec la méthode comme ma méthode de chinois, tu vois, parce qu'il y a tous les retours aussi, et puis il y a tous les Français qui sont en couple avec une chinoise aussi, puis qui le voient progresser, et eux ils ont du mal, ils luttent. Puis tous les messages que je reçois, quand est-ce que tu fais ça pour le français? Moi j'aime pas le français, j'aime pas la grammaire, encore une fois, si vous n'avez pas compris quoi. Et la grammaire en français c'est horrible. Ah, c'est compliqué à enseigner, ouais, c'est un casse-tête. Non, c'est horrible. Il n'y a pas de logique dans le truc en plus. Zut, quoi. Ok. Cette vidéo sera peut-être un peu plus courte que celle qu'on fait habituellement, mais ceci dit, c'était intéressant sur ce point de vue-là. On va sans doute rester là-dessus, mais les langues, effectivement, il faut considérer ça comme un outil. Effectivement, moi, si c'est pour répondre, du moins celle-ci, à la question qu'on me pose de temps en temps, mais depuis tout le temps que tu habites en Thaïlande, tu dois être parfaitement bilingue. Non, mais parce que j'ai pas d'objectif vis-à-vis de ça. En fait. Les gens qui vivent 20 ans en Chine, ils parlent pas chinois non plus. Hein. Oui, ça dépend de ce que tu veux en faire. Ah, c'est un outil. Et un outil, après, ça peut être une compétence effectivement rare, recherchée et qui ouvre des opportunités de business. Moi, j'ai besoin de me former sur d'autres choses. Pour l'instant, le thaï, pas tant que ça. Après, un jour, si tu veux, toi, scaler un business, tu vois, justement, et faire des choses que tu fais sur le marché français, tu peux aller très bien attaquer le marché anglais, sauf que le marché anglais, souvent, c'est des gens qui l'ont fait avant nous. Ouais. La France, elle est un peu en retard, mais tu vas attaquer le marché chinois, le marché thaïlandais. Il y a quelque chose à faire, quoi. Ah oui, bien sûr, il y a plein de choses. La culture, tu vas faire ça en Thaïlande, en Chine, c'est énorme. Et même pour les dropshippers aussi qui sont en France, parce que maintenant, voilà, il y en a beaucoup qui ont compris qu'AliExpress, c'était pas là qui était la mine d'or, c'était justement sur le grossiste 1688.com, là, le grossiste du marché intérieur chinois, qui est tout en chinois avec des Chinois, c'est pour les Chinois, quoi. Et si tu parles pas chinois, que t'as pas un agent, t'es foutu, quoi. Ouais. Et si tu parles pas chinois, que tu passes par un agent, on revient sur la problématique qu'on avait dans le gros import tout à l'heure aussi. Combien est-ce qu'il se prend derrière par rapport à ce qui se dit? Est-ce que tu pourrais pas aussi réduire tes marges et contrebalancer aussi et casser la concurrence? Tu vois, moi, je me fais plaisir, quoi, tu vois. Je sais que moi, j'ai les meilleurs prix par rapport à tout le monde qui est sur le marché actuellement parce que personne parle chinois, quoi. Donc voilà, au niveau des opportunités, c'est énorme dans tous les domaines. Et ça, donc oubliez le thaï, parler chinois, c'est ça la conclusion. Ouais, et puis de toute façon, ça va vous aider parce qu'une fois que tu as appris le chinois, on a beaucoup de similitudes au niveau de la structure, au niveau de la tonalité de la langue. On a des tons en thaï, on a des tons en chinois. Au niveau de la grammaire, au niveau même du vocabulaire, on a beaucoup de vocabulaire thaï qui est d'origine chinoise aussi. Quand tu regardes les chiffres par exemple, quand tu regardes, je sais pas moi, quand tu veux dire à quelqu'un qu'il est beau gosse ou n'importe quoi, c'est quasiment les mêmes mots. Comme par exemple en russe, tu as 30% de mots qui sont originaires du français, quoi. Et du coup, tu as un gros avantage quand tu apprends le russe et que tu as déjà fait du français. Tu as des choses comme ça, quoi, qui sont très très intéressantes. Ouais, c'est pour ça que tu as réussi à apprendre autant de langues. En fait, c'est pas qu'il est spécialement génial, c'est juste qu'en fait, ça se recoupe. Ça se recoupe. Et plus tu en connais, plus c'est facile. C'est surtout ça, quoi. Ouais.
Parce qu'après, tout se recoupe, quoi. Bon, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, il y a plein d'outils en ligne, il y a des formations, il y a des programmes, il y a des choses qui permettent de le faire à son rythme, de chez soi, et que si on dit que c'est un objectif, il n'y a plus d'excuses, quoi. C'est ça, ouais, quand tu te mets un objectif, et puis que tu as une motivation, tu as un pourquoi, tu as un but, après ça va tout seul, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui se disent je vais apprendre le chinois, ce sera bien pour mon CV, mais derrière il n'y a rien de vraiment très consistant. Généralement ça finit pas bien, quoi. C'est un abandon et puis c'est déjà prévu, quoi, tu vois. Ah oui, c'est normal, c'est logique. C'est logique, ça fait du sens, mais après c'est pareil pour tout, tu vois. Évidemment. C'est valable pour tout, même pas que pour les langues, quoi, tu vois. C'est exactement ça. On mettra un lien vers ta chaîne où tu parles de chinois. Tu en as une autre où on mettra le lien aussi également. Mais pour le chinois, si ça vous intéresse, si ça vous passionne et puis si vous avez la motivation, du moins, voilà, tu as fait quelques centaines de vidéos quand même sur le sujet. Ouais, j'ai 700 vidéos sur la chaîne, donc il y en a un gros pourcentage là-dessus qui est sur l'apprentissage du chinois. J'ai même une série de vidéos justement pour tout ce qui est vraiment grand débutant, bonjour, au revoir, merci, etc. Ne serait-ce que pour casser la barrière de la langue quand tu arrives en Chine. Par exemple, notamment pour les businessmen, je sais qu'il y en a beaucoup sur nos chaînes qui sont voilà, foire de Canton, import-export, dropshipping et compagnie. C'est intéressant, hein. Rien que les bases. Ou au moins se rendre compte de ce que c'est commencer. Est-ce que ça va être si dur qu'on nous l'avait dit ou pas, quoi. Voilà. Ouais, de confronter à la réalité. Ok. En attendant, merci de ton retour sur l'apprentissage des langues et puis surtout sur les opportunités que ça ouvre. Encore une fois, tous les liens vers la chaîne de Cédric dans la description. Et puis on se dit à bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.